bonjour. Nous nous retrouvons sur la chaîne de la Place de Vérité et je vais aujourd'hui parler avec Jean. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean, de Mozart. Bien sûr, tout le monde connaît Mozart comme un musicien, mais il était aussi un franc-maçon célèbre. Jean, je vous en prie. Donc, je rappelle que Mozart est né le 25 janvier 1756 et qu'il est donc mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 1791. On retrouve donc sa première œuvre maçonnique en 1772. Il a 16 ans. Et on peut supposer qu'il avait déjà eu à cette époque-là des contacts déjà avec la franc-maçonnerie. Il va être initié à la respectable loge La Bienfaisance, à l'Orient de Vienne, le 14 décembre 1784. Il a 28 ans. Cette loge va fusionner avec d'autres et va devenir l'Espérance nouvellement couronnée. Et il va rencontrer aussi à l'occasion beaucoup d'autres frères maçons, donc des musiciens comme le musicien Gossec, des écrivains et des philosophes. Nous sommes dans la période pré-révolutionnaire et on peut supposer que la notion de liberté, qui était déjà excessivement forte chez Mozart, ne serait-ce que son divorce houleux avec le prince archevêque Colloredo, dont le nom tout à fait méprisable ne survit aujourd'hui que grâce à Mozart, et pas grâce à lui-même, ce qui est quelque part une forme de justice. Et donc on peut supposer que ce désir ardent de liberté ne va faire que se renforcer. Donc on retrouve une trace de cela dans l'air de Figaro, dans les noces de Figaro, c'est Vuol ballar signor Contino, où carrément le valet lance presque un défi à son maître, le comte Almaviva. Et cela aboutira finalement pour Mozart à la révolte finale de Don Juan. Don Juan, qui malgré la menace de la damnation éternelle, va refuser de se déjuger, de se repentir, va assumer librement les conséquences de ses actes. Il est difficile d'être plus libre puisqu'il va mettre en jeu sa vie et son devenir éternel. Nous pouvons supposer que de cette vision extrême de la liberté a été vraisemblablement aussi renforcé par la vie maçonnique de Mozart, ses fréquentations, etc. Tout ceci ayant bien sûr pris racine sur un terrain qui était très fertile à l'origine. À noter qu'en 1780, être catholique et franc-maçon à Vienne était tout à fait compatible, puisque une grosse partie de l'aristocratie de l'époque fréquentait la maçonnerie ou était elle-même franc-maçon. Donc, le musicologue Alfred Einstein, à ne pas confondre avec Albert le physicien, ils sont cousins d'ailleurs, pense que les deux sphères, à savoir la maçonnerie et le catholicisme, enfin le christianisme, étaient imbriquées, mais que la maçonnerie dominait le christianisme. Pour ma part, moi je pense qu'il n'y a pas de suprématie d'une sphère sur l'autre. La preuve, pour moi, se trouve dans la musique de Mozart. Il n'y a aucune différence de traitement d'entre une messe de Mozart et une cantate maçonnique, du moins à l'oreille. Et on ne va pouvoir les différencier ou les cataloguer que si nous avons lu leurs titres auparavant, mais à l'écoute seule, à moins d'être peut-être un très grand musicologue, vous ne ferez pas la différence. Et donc je ne pense pas m'avancer en vous disant que pour Mozart, la foi et la maçonnerie procèdent de deux trajectoires différentes qui ne s'excluent nullement, mais qui vont se compléter totalement. En lien avec la maçonnerie, nous allons trouver dans les œuvres de Mozart beaucoup de symboles solaires. Et ce, pendant toute la vie de Mozart. Ça va commencer avec le sultan de l'enlèvement au sérail, le Zarastro de la flûte, et dans quelques cantates maçonniques. Il faut aussi noter qu'un des contemporains de Mozart, celui que Mozart appelait Papa, à savoir Joseph Haydn, était lui aussi un maçon initié 2 mois après Mozart, à la loge La Véritable Concorde, le 4 mars 1785. Il y a alors donc quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé, en ce sens qu'il y a un paradoxe dans la vie de Mozart que Freud aurait sûrement adoré. Nous allons voir Mozart qui va amener son père
Léopold à la maçonnerie. Donc Léopold va être initié à la loge La Véritable Concorde début avril 1785. Et je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement esbaudi, stupéfait si vous voulez, devant cette inversion des valeurs qui voit le fils initier son père biologique. Et autrement dit, Mozart a initié à la maçonnerie celui qui lui a donné la vie, celui qui l'a en plus initié à la musique. Moi, c'est quelque chose d'absolument énorme et à ma connaissance, je n'ai pas d'autre exemple, je veux dire, d'une pareille inversion des valeurs. Tout à fait, on est d'accord. Du moins dans l'histoire de la maçonnerie, peut-être même dans l'histoire de l'humanité. Généralement, c'est plutôt effectivement voilà. Les parents. Donc là, c'est le fils qui amène son père dans la maçonnerie. Alors, une autre spécificité donc que Mozart donc, nous laisse, c'est quasiment tous ces grands opéras vont se terminer sur un pardon. À part Don Juan, mais à la fin la fin de Don Juan qui est acceptée par celui qui assume ses actes et tout ce qu'il a fait dans sa vie d'homme, même devant un châtiment terrible, on peut voir à Don Juan cette dimension supérieure, suprahumaine, qui quelque part pour moi rejoint la notion de pardon. En effet, quand on y réfléchit 2 secondes, si vous voulez, le pardon me semble ne pas être accessible à l'être humain. Il s'agit de l'acceptation d'un geste qui nous a frappé au plus profond de nous-mêmes, je veux dire, et que on pardonne, on accepte. Pour moi, c'est quelque chose qui relève du supérieur, donc pour faire court et simple, on va parler du divin. Donc, voilà, c'est... Or, si vous voulez, tous les opéras de Mozart, du moins les grands, vont se terminer sur cet acte qui est effectivement d'une symbolique... Je ne savais pas du tout. Alors, je vous ai fait, je vais peut-être être un peu rébarbatif, mais je vous ai fait un petit récapitulatif des opéras concernés. Donc ça commence très tôt avec Apollo et Hyacinthus, qui est le Köchel 38. Autrement dit, c'est la 38e œuvre de Mozart en 1767, sachant qu'il est né en 1751. Effectivement, il était précoce. Donc, dans ce livret mythologique qui n'a aucun intérêt, mais la fin, c'est Apollon qui va transformer Hyacinthus en fleurs, donc la jacinthe, et qui va pardonner à Eubalus et Mélia. Donc, on va avoir une résolution de l'opéra par le pardon. Deuxième opus, Mithridate Rediponto, donc Köchel 87. Donc, il faut savoir que l'œuvre de Mozart comprend 623 numéros. Donc là, on est au Köchel 87, nous sommes en 1770. Nous avons Mithridate, mourant, qui va pardonner à ses fils. Donc ça se termine sur un récitatif où vous avez le pardon, qui ouvre directement sur le final de l'opéra. L'enlèvement au sérail, Köchel 384, donc début en 1782. L'enlèvement au sérail donc, se termine sur le pardon du Pacha Selim. Et à noter que donc, c'est le Pacha Selim dans l'enlèvement au sérail est le premier rôle parlé. Le Pacha Selim ne chante pas. Et lorsque vous écoutez l'opéra, ça donne à tout ce qu'il peut proférer un relief particulier. Nous arrivons sur les Noces de Figaro, donc le premier opéra de la trilogie Da Ponte Mozart, donc Köchel 492 en 1786. Donc les Noces de Figaro se terminent sur le pardon de la comtesse, qui pardonne au comte. Et j'invite donc tous les frères et sœurs qui ne sont pas familiers avec cet opéra à écouter juste la transition qui ouvre la phrase musicale du pardon de la comtesse. Pour moi, si vous voulez, les trois notes qui suivent sont du domaine de l'inconnu. Pour moi, on est dans quelque chose, ça existe. Vous avez donc 3 notes de musique qui arrivent, et vous êtes dans la phrase musicale la plus céleste que j'ai jamais pu entendre, et qui, pour moi, c'est la matérialisation d'un miracle. Nous arrivons à Così fan tutte, Köchel 588 en 1790. Vous avez donc les 2 lascars qui ont essayé de tromper leur dulcinée sur un pari stupide, qui pardonnent à leur chérie de les avoir soi-disant trompées, puisqu'elles se sont amourachées chacune de l'autre, alors que, à mon humble avis, ce serait plutôt elles qui devraient pardonner à leur Jules
de la mauvaise farce, si vous voulez, je veux dire, parce qu'elles sont parfaitement en droit de les blâmer de ce qu'ils ont pu leur faire subir et qui confine quand même à de la maltraitance. Aujourd'hui, on parlerait même de harcèlement. Tout à fait. Et nous avons donc, pour finir, la clémence de Titus, Köchel 621, donc en 1791. Je rappelle qu'il est mort en 1791. Après la tentative d'assassinat de Titus, il pardonne à tous ses ennemis. La Flûte enchantée est certainement l'opéra le plus maçonnique que je connaisse sur la planète. Donc, dans La Flûte enchantée, je ne vais pas revenir sur les symboles évidents pour les maçons, donc les 3 enfants, les 3 suivantes de la Reine de la Nuit, les 3 notes, effectivement. Donc, la flûte est quelque part la représentation de l'initiation. Mais Mozart et Schikaneder, donc son librettiste, Schikaneder qui est aussi maçon, ont à mon avis se sont régalés à introduire quelques subtilités dans le traitement de cet opéra. Et ces subtilités, je vais essayer de vous en donner une ou deux. Et dans les subtilités, vous avez donc le premier élément représenté, la Terre. La Terre va être représentée par le serpent qui attaque Tamino à l'ouverture de l'opéra. Donc Tamino qui est celui qui normalement est destiné à l'initiation. Le problème, c'est que ce serpent va être tué par les suivantes de la Reine de la Nuit. Donc, quelque part, l'initié lui-même, il a complètement failli. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui lui ont permis de franchir cette épreuve. Alors, je vais faire un petit aparté parce que, pour moi, Tamino n'est pas vraiment un initié. Quoi qu'on dise, il se borne à répéter tout le long de l'histoire qu'il est prince, donc qu'il est prince, et qu'on lui doit tout parce qu'il est prince. Donc, ça fait partie peut-être des poncifs de l'époque, ou peut-être que Mozart s'est beaucoup moqué. Je pencherai pour la deuxième solution. L'air. L'élément air, donc, va être représenté par le silence qui est demandé à Papageno et à Tamino. Donc, Tamino va réussir cette épreuve. Papageno, lui, échoue. À noter que Pamina se retrouve face à Tamino pendant l'opéra. Elle subit l'épreuve de l'air sans être au courant. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son fiancé ne lui parle plus. Et derrière, ça va la pousser même au suicide. Donc, quelque part, est-ce que les rôles ne sont pas inversés par Mozart et Schikaneder? On peut se poser la question. Les deux dernières épreuves, donc l'eau et le feu, vont être accomplies à la fois par Tamino et par Pamina, ensemble, mais c'est Pamina qui guide Tamino. Donc, je vous laisse à penser ce que ça a pu être en 1791. Et si les gens se sont bien rendus compte, dans un monde où le machisme était roi, où la femme n'avait pas encore d'âme et encore moins le droit de vote, je veux dire, de voir que l'initiation s'accomplit avec une femme devant l'initié. Effectivement. Je pense que les femmes ont eu le droit à l'initiation beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, si vous voulez, je pense que quelque part, les deux, enfin Mozart et Schikaneder, sont allés très loin à ce moment-là et ont fait vraiment très fort. Nous voyons là que votre connaissance, je vais dire, énorme de Mozart. Si, je tiens à le dire. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que nos téléspectateurs auront apprécié. Et je vais vous remercier, Jean. Et nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs et à bientôt sur la chaîne YouTube de la Place de Vérité.